Et puis, pour passer de l'autre côté du terrain, bon, j'ai pas des tonnes de trucs à dire ici, ou en tout cas, on les dira plus tard. C'est vrai que ce qui était intéressant, c'est surtout comment est-ce que la défense de Minnesota arrive à stopper Denver. Après, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que je trouve que, premier point, Edwards. Pour l'instant, Edwards est très bon, en fait. Hein. Alors, il y a un niveau de shot-making où, quand il n'arrive pas à créer le décalage, on l'a vu sur le match 1 notamment, même quand il n'arrive pas à créer le décalage et que c'est juste une isolation un peu statique, il met le tir, quoi. Ou alors il obtient les lancers francs. Donc ça, c'est le bon point. On a aussi un aspect où je trouve que sur une majorité de pick and roll, il fait pas ce que je reprocherais un peu, c'est-à-dire prendre le pick and roll un peu lentement et trop lentement pour ne pas mettre la pression. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il va nord-sud agressivement, comme on avait détaillé ça avec les Lakers aussi, qui LeBron n'a peut-être plus le jus de le faire assez, mais Edwards, il a le jus. Et pour l'instant, il le fait. Pour l'instant, il sort de l'écran face à Jokic et il sort agressivement. Ce qui fait que si Jokic est un peu bas, pas forcément sur un deep drop, pas forcément très très bas, mais si Jokic est un peu bas et le laisse un peu prendre en vitesse, il attaque. Notamment, il y a des actions, là, match 1, où il attaque très fort, il va au lancer franc, il attaque, il va au panier. On a aussi match 1, un Gortat qui est super bien joué de la part de Gobert, c'est-à-dire premier écran dans le périmètre, et puis ensuite, Edwards attaque fort, ensuite il attend un peu, et Gobert vient poser un deuxième écran, un Gortat screen, comme on dit, dans la raquette, pour libérer un drive. Bref, je trouve que, pour l'instant, il y a un sacré punch. Il y a un sacré punch de la part de Edwards, de la part de Minnesota, en fait, tout entier, parce que c'est vrai que c'est un point clé qu'on avait dit dans la preview, c'est l'aspect où Denver est très bon pour essayer de cadrer le terrain, en amont des actions, et limiter le nombre de tirs au panier, mais si tu arrives à aller au panier, c'est un peu mort, quoi. Parce que c'est pas une équipe qui a tant que ça de mecs qui vont effacer les tirs au panier. C'est pas Jokic, évidemment. C'est pas non plus tant que ça Aaron Gordon. Voilà, c'est une équipe qui est très bonne pour t'empêcher d'aller au panier, mais par contre, une fois que tu y es, il concède une plutôt bonne efficacité, voire même très bonne efficacité. Et d'ailleurs, je crois que les Lakers, ils font 4 matchs sur 5 à 75% d'efficacité au panier, même s'ils n'y vont pas tout le temps. Et là, je trouve que, en fait, on a exactement ça de la part de Minnesota, même en dehors de Edwards. Globalement, on a une équipe qui va souvent au panier et qui fait le job. Ça m'a un peu sauté aux yeux match 2, mais ils y vont fort, ils vont au panier. Je pense qu'il y a ce truc qui a été souligné dans le plan de jeu et dans la philosophie et les rapports d'avant-match, mais on a des mecs qui vont au panier et qui, du coup, sont pas contestés à la fin, quoi. Parce que Towns, qu'on fait par exemple, Towns qui est pas mal utilisé sur des systèmes en 5-out, notamment avec la seconde unit, les fameux systèmes où il est plein centre du terrain face à Aaron Gordon. Bon, Gordon c'est costaud, et notamment Gordon il le tient au poste bas, mais Gordon sur autant d'espace, il peut pas suivre les foulées immenses de Towns, et donc Towns va au panier, et une fois qu'il est au panier, c'est fait, quoi. Il y a pas Jokic qui va surgir depuis le côté faible. Donc il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. Edwards évidemment, mais bref, j'ai même plus en tête, mais voilà, ils vont au panier. Ils vont au panier et ils ont ce punch que je trouve a manqué aux Lakers depuis 2 séries. 2023 finale de conférence et le premier tour là contre Denver, ça avait manqué. Là, je trouve que on l'a ce punch. On a ces mecs qui vont au panier et qui vont chercher ce domaine-là, qui est un domaine clé évidemment. Donc ça, c'est un bon point. Towns aussi, d'ailleurs, tant qu'on est un peu sur lui, juste pour dire, je suis ravi parce que il y a peut-être un biais de déception sur Towns avec un côté, on a cru au go-to guy et finalement il n'est pas go-to guy. On en a déjà parlé assez longuement, mais pour moi, cette série rappelle aussi à quel point c'est un attaquant qui est formidable et qui est fabuleux, qui a peut-être pas le scoring à ce point implacable de création face aux meilleurs d'élite, qui a peut-être pas un passing très flashy, mais c'est peut-être pas, il y a peut-être pas le decision making, toujours élite ou bref, il y a des faiblesses. C'est pas un go-to guy, ça on le sait maintenant. C'est pas un go-to guy alors qu'on a cru qu'il pourrait l'être peut-être au tout début. Mais par contre, c'est un attaquant formidable et surtout, on voit là on se prend ça en pleine tête sur cette série. C'est un mismatch permanent. C'est-à-dire que il est trop rapide et trop de skills face à des gros et il est trop grand, trop imposant face à des petits, en fait. Et pour moi, vraiment, cette série, pour l'instant, c'est ça. C'est Towns qui est absolument fabuleux. Alors, le passing aussi, évidemment. D'ailleurs, il y a un système sympa, match 1 qu'on a décrypté là, où c'est censé, en fait, faire un jeu à 3 avec un pick and roll qui passe par Gobert pour ensuite Gobert doit faire une passe un peu lobée pour un cut de Edwards, sauf que Gobert est bien défendu. Qu'est-ce qui se passe? On a Towns qui se ramène dans l'action depuis l'autre aile, qui réclame la balle et qui lui, allez, donne la balle et moi je fais depuis l'autre aile, je fais la passe par-dessus pour le cut de Edwards, quoi. Donc ce passing, on l'a vu pas mal, mais surtout au niveau du scoring, en fait.
Enfin, je trouve que contre n'importe qui, il peut scorer sur cette série parce que chaque joueur de Denver est un peu un mismatch en fait. Alors, peut-être pas Aaron Gordon au poste bas, ça n'a pas trop marché pour l'instant, mais Gordon, il peut l'attaquer dans l'espace. On a aussi des systèmes qui sont faits pour utiliser le fait que Denver fait un switch all, à part sur Jokic. Denver switch à peu près tout, et donc on a eu des actions en retour de deuxième mi-temps, match 2, on enchaîne deux pick and roll, ou des pick and roll avec Conley, Gobert et Towns, qui en fait sont juste là pour créer un mismatch et donner Jamal Murray sur Towns, et Towns il attaque quoi. Une première fois il prend le pull-up, le pull-up par-dessus avec sa taille, une deuxième fois il attaque, il va au flotteur, il drive et Jamal Murray peut pas l'arrêter. Donc on a aussi d'autres fois où comme on sait que Denver, hormis Jokic, ils font un switch all pour ne concéder aucun décalage, et ensuite on switch et on est derrière. C'est un peu le schéma classique, j'avais déjà développé, je vais pas le refaire ici, mais on switch, mais pas pour un vrai 1 contre 1, c'est juste on switch sur l'écran, aucun décalage, et derrière il y a de l'aide. Mais le truc, c'est que quand on sait que ça switch, qu'est-ce qu'il fait Towns? On fait ça, on fait un pick and roll, et puis ensuite on va s'installer au poste bas contre Jamal Murray quoi. Et ça marche. Donc ça c'est bien. Vraiment, c'est le moteur de la seconde unité, pour moi, Towns, pour l'instant, parce que mismatch partout, et pas que la seconde unité, hein. Même avec les titulaires, ça marche pas mal. Il y a un truc aussi que Minnesota fait très bien, très très bien sur cette série, et ça se voit pas trop parce que c'est un peu subtil, mais c'est qu'en fait, avant, notamment pour Edwards, hein, mais avant d'entamer le vrai pick and roll, il y a toujours un premier écran. Et si on regarde pas en détail, on fait pas gaffe parce qu'on a l'impression que c'est juste on remonte la balle en transition ou en semi-transition, voilà, il y a un écran qui est par là ou un joueur qui est par là. Ça a l'air pas fait exprès. Et en fait, c'est tout sauf pas fait exprès. C'est vraiment avant que Edwards enchaîne son pick and roll avec Gobert, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, il y a Nickel Alexander-Walker qui traîne par là, tiens, comme par hasard, ou alors Jaden McDaniels, qui en fait vient dans l'action amener un plus mauvais défenseur. Donc essayez de faire attention, vous allez voir, mais en fait, on a systématiquement, avant un pick and roll entre Edwards et Gobert, on a un premier écran en semi-transition, là, juste le temps de remonter la balle, et du coup, Denver qui est en mode switch all hors Jokic, KCP, il est obligé de lâcher Edwards, et on se retrouve avec Michael Porter Jr. qui doit défendre le pick and roll et qui doit défendre Edwards, quoi. Et ça, ils le font. Ils l'ont fait tout le match 1, notamment, c'était une masterclass là-dessus, avant d'entamer l'action, on fait un switch all, enfin on tire profit du switch all, pour aller chercher le défenseur qu'on veut. Et notamment pour enlever KCP de Edwards, hein, parce que KCP fait quand même une très bonne série pour l'instant défensivement, mais le truc c'est qu'il n'est pas toujours sur Edwards. Donc notamment, voilà, premier écran, hop, tu switch, et ensuite je peux attaquer mon pick and roll avec Porter Jr., par exemple. Autre point aussi que j'avais noté, c'est que bon, c'est pas un ajustement de Denver, au contraire, je trouve que Minnesota a trouvé un truc dans le match 2. Les Wolves ont trouvé un peu un truc, un filon à gratter et à aller chercher, c'est l'attaque de l'isolation. C'est-à-dire qu'on va développer un peu tout ce qui est pick and roll de Edwards, mais j'ai trouvé que match 2, plus que match 1, on a eu 3, 4, 5 actions où en fait Edwards attaque du 1 contre 1 sans avoir besoin d'un écran. Et c'est vrai que ça peut être génial parce que il a cette explosivité, il a ce premier pas, et en fait il a cette capacité à, même sans écran, avoir un décalage et créer le décalage, donc ça c'est très bien, et surtout que ça permet d'éviter tout ce qui est un peu le jeu du pick and roll qu'on va développer, mais voilà, je trouve que il y a ce truc en plus qui n'est pas encore totalement exploité côté Minnesota et qui peut faire du bien, c'est juste en fait isolation ou alors attaque de 1 contre 1 d'Edwards dans l'espace en fait, et qui peut créer le décalage sans avoir besoin de passer par un écran. Donc ça a été fait, et donc quel a été le contre-move notamment de Denver, même si ça n'a pas tout le temps marché parce que même Gordon n'y arrivait pas, spoiler, donc c'était de mettre Aaron Gordon sur Edwards. Donc premièrement, ça n'a pas tout le temps marché parce que même face à Gordon, Edwards sur ce match-up direct, il a pu quand même aller au panier certaines actions du match 2, et puis surtout, conséquence, c'est que on s'est retrouvé donc avec Gordon match-up direct sur Edwards, ça a été l'ajustement, mais alors qu'est-ce qu'on avait au rebond pour essayer de bloquer Karl Anthony Towns? C'était Michael Porter Jr., quoi. Donc voilà, ça a pu aussi créer des situations un peu de mismatch de ce côté-là. Donc bref, vous voyez que tout est un peu lié, et au niveau un domino en fait tomber l'autre aussi, donc à surveiller, mais vraiment je trouve que cette attaque de Edwards tout seul peut être clé, parce que donc, allons-y, les pick and roll de Anthony Edwards. C'est vrai que là-dessus,
je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que pour l'instant, match 1, il a fait un bon match. Alors, il y a quand même un paquet d'actions où, allez, on a quand même décrypté chaque action marquante du match 1. Qu'est-ce qu'on va dire? 5, 6, peut-être 7 actions sur le lot, mais pas plus, où tu te dis, ah, là, c'est vrai qu'il y a peut-être une fenêtre de passe et peut-être un passeur d'élite face à la pression du pick and roll, face à un 2 contre 1 qu'il a sur lui sur pick and roll. Peut-être qu'un passeur d'élite arrive à faire cette passe. Ok. Mais bon, je suis quand même obligé de le souligner, mais comme dit, c'était pas non plus des tonnes d'action. C'était pas des tonnes d'action, et je trouve qu'au contraire, Edwards qui donc fait face à des 2 contre 1 parce que justement, on n'a pas envie de lui donner l'espace pour qu'il prenne de la vitesse et qu'il aille au panier, donc on fait pas un drop, on fait un edge plutôt. On fait un edge, un soft edge, un 2 contre 1 sur le ballon pour contenir dès la sortie de l'écran. Et là-dessus, je trouve qu'il a fait un match très propre, avec jamais vraiment l'action clé, à part une fois, match 1, il a fait la skip pass vers le corner opposé, c'était très spectaculaire. Non, match 1, première mi-temps, et je dis une bêtise parce qu'il a aussi fait en deuxième mi-temps une aussi très spectaculaire vers le corner opposé. Donc parfois il faisait cette passe, mais plus globalement, je trouve que le match a été bon ces 2 matchs ont été bons parce qu'il ressortait vite la balle en fait. Et donc certes, c'est pas Doncic, mais sur ce côté vite libérer la balle pour tirer profit du fait que tu as 2 contre 1 sur le ballon, donc si tu ressors vite, ça veut dire qu'il y a un 3 contre 4 à exploiter derrière, 4 contre 3 pour Minnesota. Là-dessus, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a vraiment fait un très bon match sur ses ressorties de balles, même si, comme dit, il n'y a pas toujours eu l'action un peu home run qui a été prise, mais bon, en même temps, c'est aussi, ça fait partie de son profil, hein, c'est pas non plus encore un passeur d'élite. Donc on a ça, et derrière, l'occupation du terrain et la manière dont Minnesota aussi a bien organisé autour de ce pick and roll, ça a été pas mal, parce que notamment il y a une action là, match 1 qui a été un peu marquante il ressort la balle, et qu'est-ce qu'on a juste à côté de lui? On a Towns en fait. Et donc Gobert reçoit la balle après le pick and roll, il lit la défense, KCP coulisse dans le corner, qui est-ce qui est laissé ouvert? C'est Towns à 3 points. Et donc très bonne passe de Gobert après le pick and roll, extra passe, 3 points ouverts, et bingo. Et même là-dessus, même sur des actions un peu moins évidentes, je trouve que moi j'étais un peu de ceux qui doutaient de la capacité de Minnesota à créer un peu sur demi-terrain. Vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu plus bas que la moyenne sur eux. Mais j'avais un peu des doutes. Là-dessus, je trouve que pour l'instant, je suis largement convaincu. Vraiment. Parce que Edwards, même quand il n'a pas des points, des assists directement sur ses actions, en fait, on remarque, hein, quand on dissèque action après action, on voit qu'il est à l'origine de la création du décalage sur la majorité des actions, en fait. Parce qu'il a un tel degré de dangerosité sur sa défense de Denver que, comme en plus il est agressif, en fait, il va au panier, il attaque agressivement en sortie de son pick and roll, et même s'il y a 3 mecs autour de lui, il a quand même la capacité à faire le drive and kick. Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment une majorité d'actions. Comme dit, on a décrypté le match 1 un peu action par action, donc on a pu le constater concrètement et réellement, mais honnêtement, il y a une majorité d'actions où Edwards est à l'origine de l'action, même s'il n'a pas ni les points, ni l'assist. Et vraiment, là-dessus, j'ai été agréablement surpris, parce que je me posais la question un peu de face à une défense d'élite, est-ce qu'on aurait ça? Et en fait, oui. On a des drives un peu agressifs où ça libère un peu une extra passe facile. On a des drives où il va jusqu'au panier, puis il se retourne complètement, il fait une passe à Nasrid qui ensuite attaque le close-out et envoie à 3 points pour Mike Conley dans le corner. Enfin bref, on a eu plein d'actions comme ça, et en fait, à chaque fois, on a le 2 contre 1, on a le 2 contre 1 en pick and roll contre Edwards, en fait, à la base de ça. Et comme il lit bien et comme il ressort bien, ça suffit. Le décalage est créé. Denver 2 contre 1 sur le ballon. Tu offres un premier décalage que tu espères ensuite atténuer et neutraliser, et parfois ça marche, en effet. C'est pas tout blanc tout noir, hein. Denver aussi est quand même plutôt compétent. Il y a pas mal d'actions où ils arrivent un peu à faire le 2 contre 1 et derrière à compenser, effectivement. Mais j'ai trouvé que Edwards s'en sort quand même plutôt pas mal. Et comme c'était un peu un point clé pour moi de cette série, comme on avait dit, ce côté tirer profit du 2 contre 1, pour l'instant c'est très 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 bien, quoi. Très, très simplement. Après, je me pose la question, quel peut être l'ajustement côté Denver? Est-ce qu'on va pas arriver à un moment donné où on pourrait faire des traps? Donc non pas des soft edge, un peu je monte au niveau de l'écran, créer un 2 contre 1 plutôt soft, mais pas plus, hein, juste je me montre, hein, je fais un show, comme ils disent, et parfois le soft edge est aussi appelé le show. Je me montre juste pour que le mec me voit et lâche la balle, et ensuite je repars. Je me demande à quel point est-ce qu'ils vont pas un peu plus essayer de justement d'aller tester ce passing de Edwards.
Après, c'est qui te double, parce que c'est un mec qui a quand même la taille pour passer par-dessus et qui a montré quelquefois des flashs hyper intéressants. Mais à quel point l'ajustement de Denver, ça va pas être de se dire, ok, c'est pas un passeur naturel, c'est pas un passeur manipulateur de défense si bon que ça. À quel point est-ce que plutôt que de faire des soft edge, on pourrait pas monter le curseur d'agressivité et faire des traps, faire des prises à deux plus agressives? À quel point ça peut pas marcher? Ça peut être un kit ou double, et ce sera un kit ou double sur chaque action, mais à quel point ça peut pas être un truc où tu te dis, si on fait ça sur 50 possessions dans le match, est-ce qu'on va pas arriver à en avoir 30, 35, ou on tombe plutôt sur le pile que sur le face, quoi. Après, peut-être qu'il y aura 10 actions magnifiques, ou 10 actions ou 15 sur 50, peut-être 20 sur 50, où il fait la passe vers le corner opposé, il sort par-dessus, voilà, il se sort du trap, il se sort de la pression agressive, magnifiquement, peut-être, mais je sais pas, pour moi c'est une piste potentielle, et je dis ça d'autant plus que ils ont un peu commencé à le faire. On a vu sur le match 2, deuxième mi-temps, un peu des sorties un peu plus agressives que d'habitude, j'ai trouvé. Donc voilà, je me demande à quel point, voilà, pour l'instant, le bilan de ces 2 premiers matchs, c'est que, ok, on peut pas faire un drop, parce que si on reste bas, il prend de la vitesse, il va au panier, c'est pas LeBron, il peut nous punir. Ok, premier élément. Du coup, ajustement, on monte au niveau de l'écran, on fait un soft edge. Sauf que pour l'instant, il fait les bonnes lectures. Il fait vraiment les bonnes lectures, il ressort bien, et derrière, les passeurs les bigs sur pick and roll font les bonnes passes, donc Minnesota arrive à s'en tirer. Donc je me demande à quel point l'ajustement, ça va pas être de monter le curseur et de dire, bon vu que c'est pas un passeur génial, mais que pour l'instant, contre les soft edge, il est assez à l'aise pour faire la ressortie propre, à quel point est-ce qu'on va pas aller le chercher sur cette qualité qui est, non pas qu'il est mauvais, mais c'est sa plus mauvaise qualité, le passing. Voilà, je pense que tu fais des trappes agressives sur Doncic, t'es mort. Je pense que si tu fais des trappes contre Edwards, t'as peut-être plus de chances que ça marche. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.